Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec des invités exceptionnels comme tous les jours, mais particulièrement le vendredi, puisque je me retrouve ce matin avec Thomas Planète. Salut Thomas. Salut. Et nous avons également Léonard qui est présent également, Léonard Dupont. Salut Léonard. Salut, ravi d'être là. Oh mais il y a quelqu'un d'autre. Oh mais quelle surprise, dans l'ombre. He's back. Il est de retour. Damien est présent avec nous aussi pour préparer le festival des Jeux de Cannes, puisque c'est dans quelques semaines maintenant, on se prépare. Attention, mardi c'est la révélation de tous les jeux qui sont sélectionnés sur le festival des Jeux de Cannes, et on se mettra en live, on commentera en direct avec la petite équipe d'un monde de jeux les jeux qui sont sélectionnés. Tu seras plus là mardi? Non, je serai plus là. Quelle mauvaise idée, c'est le moment pourtant, hein. Ça t'aurait préparé, oui, ça t'aurait mis dans le bain. On aurait dû décaler. Non, eux ils doivent décaler. Ah bah c'est encore possible, peut-être que Cannes peut avancer jusqu'à demain. On se retrouve ensemble pour une matinale spéciale avec du jeu en bois à l'intérieur, puisqu'on va vous parler des jeux Lude en bois. Vous voyez le menu de cette émission. Nous allons commencer comme tous les jours de cette semaine par notre fil rouge. On revient sur les boutiques ludiques, on vous montre quelques boutiques ludiques, comment ils mettent en place leur booster, notamment leur coup de cœur. On en parle dans la suite de cette émission, on s'attardera sur nos invités, sur l'entreprise Lude en bois, il y a plein de choses à raconter. Ça va être passionnant, je vous préviens, vous allez découvrir des choses que vous ne voyez pas habituellement ailleurs, et un jeu de société qu'on aperçoit déjà ici, regardez, dont on ne doit pas prononcer le nom. Pour l'instant, mais on va en parler juste après. Il est dans le menu par contre, donc oui, il va falloir le lire assez vite, je viens de le voir. Ouais. Mais c'est pas il y avait une révélation ne regardez pas jeu, le je menu. vois qu'il est dans le menu. On terminera avec la tombola, c'est parti. On va commencer directement cette émission en parlant du nouveau nom, peut-être parce que comme il est dans le menu, j'y avais pu penser, vous m'avez dit il y a un reveal dans cette émission. On va parler d'un jeu qui avait un autre nom, qui s'appelait comment jusqu'à présent, le nom de code? Alors le prototype s'appelait Toute voile dehors. Toute voile dehors, donc vous connaissez Toute voile dehors depuis un petit moment, et là il y a un reveal, il y a un changement de nom, il se passe des choses, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. En fait ça fait 4 ans qu'on est en route avec ce prototype. Il a fait beaucoup de festivals et puis je me suis rendu compte que le nom n'avait pas forcément bien eu l'impact que je voulais. Ouais. Et puis finalement, en commençant à travailler avec Léonard cet été sur la partie habillage du plateau et puis couverture, on s'est dit tiens, ce serait le moment pour une version finale du jeu de vraiment trouver un nom plus impactant. Oui. Et donc on a trouvé ce nom. Tu disais que tout le monde te disait c'est quoi ton jeu de pirate? Oui, voilà, ouais. Personne ne se souvenait de Toute voile dehors. C'est de la même façon que pour Turbulence, j'étais le gars qui faisait les petits avions en bois. Là, j'étais le gars qui faisait les petits bateaux en bois. Les petits bateaux en bois, on va en reparler. Donc ça ne s'appelle plus Toute voile dehors, ça s'appelle Pirate en péril. Pirate en péril, je te laisse le dire. On en reparle, donc juste après on vous fait découvrir ce jeu. On a hâte de vous le faire découvrir aussi parce qu'il y a toutes des histoires derrière, et notamment le bois qui est présent et autour duquel tu sais faire des choses extraordinaires. Ça sera pour la suite de cette émission. Il fait des choses extraordinaires avec ses mains, oui, effectivement. Oui, et avec du bois, c'est ça qui est... Oui, surtout. C'est fou, hein. Pour un pirate, c'est incroyable. On en reparle juste après. On va commencer par notre fil rouge. Toute cette semaine, on fait des petits tours en boutique. Et cette semaine, un grand merci à la boutique, les gentlemen du jeu qui ont répondu à notre invitation pour vous présenter. Donc, comment ils présentent leur booster notamment, parce que c'était la question de toute la semaine. Comment les jeux sont situés là? Vous savez que quand les ludicaires achètent. Oui, ils les achètent forcément, enfin proposent à leurs clients les boosters, ils arrivent dans une petite boîte. Donc là, les petites boîtes, elles sont positionnées au-dessus d'une étagère, l'étagère des petits jeux d'ailleurs. Est-ce que les jeux d'ailleurs sont en regard? Oui, il y a du Pixie juste en dessous. Et c'est vrai que les éditeurs font pas mal ça, faire des petits boosters aussi pour mettre en avant. On en a déjà parlé avec eux. S'il n'y a pas forcément d'intérêt commercial direct à faire ces petits boosters, c'est pas ça qui va remplir les caisses de l'éditeur. C'est aussi pour soutenir le jeu, pour continuer à le présenter dans les boutiques, qu'il ait une vie au-delà de la date de sa sortie. Mais en fait, le format est assez ludique en lui-même. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont voir peut-être acheter le jeu directement, et puis tiens, il y a un petit booster en plus. Je pense qu'ils le prennent même sans attendre que ce soit d'avoir joué pour rajouter l'extension. Donc ça fait hop, je prends le jeu, hop, je prends le petit booster. Et tu veux dire à l'achat? Oui, moi je pense que c'est ça, bien sûr. Hein. Moi, je le prends aussi sans y jouer au booster. Ouais. Je les prends et Alors, si ceux-là, j'y joue quand même. Ça m'arrive parfois, quand t'aimes bien un jeu, de te dire je veux prendre le booster quoi qu'il arrive. Et enfin, l'extension quoi qu'il arrive de manière générale. Je connais pas mal de personnes addictes, juste qui ont une addiction à l'ouverture de booster. Et je pense que c'est un argument commercial en soi. Il y a tous les mêmes cartes dedans, c'est ça le problème.
Regardez-moi cette belle table, jolie, cette belle table de jeu, un menu de jeu que l'on voit chez les gentlemen du jeu, parce qu'on leur a posé la question aussi de savoir comment ils présentaient leur coup de cœur. Et vous voyez là, ça donne envie de se mettre à table, et l'expression est bien choisie. On a les jeux qui sont positionnés. J'adore les mises en scène. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien vous faire. Là, on le fait, c'est une semaine spéciale autour des boutiques, mais quand il y a des mises en scène originales, c'est un peu dur à faire parce que toutes les boutiques n'ont pas la même façon non plus de présenter les jeux, les mêmes idées en permanence. Donc, il faudrait faire une sélection, mais il faudrait qu'on se creuse de la cervelle avec Johan, peut-être, à trouver des solutions pour pouvoir aussi proposer aux boutiques de nous envoyer des images et qu'on puisse sélectionner. C'est chouette, hein. Regardez, cet espace jeu du moment où vous voyez les coups de cœur. Et ça, c'est une bonne idée pour des boutiques qui nous suivraient, des coups de cœur des différents vendeurs de la boutique. Là, vous en voyez 4, il y en a plus que ça d'ailleurs au Gentleman du jeu, mais vous voyez les conseils de Louise, de Raph, de Vincent notamment. Et alors je regarde, qu'est-ce qu'on nous conseille ? Là, c'est la ruée vers l'or qui date un petit peu. La rivière de l'or. C'est la rivière de l'or, ouais, c'est la rivière de l'or. C'est un jeu qui date un petit peu, mais qui est, c'est à mon avis, du début de l'année dernière ou quelque chose comme ça. Fromage, en conseil de Louise. Donc c'est pas forcément la nouveauté, elle va au-delà des nouveautés, et c'est plutôt chouette. Parce que souvent on nous dit arrêtez avec les nouveautés, mais on n'en peut plus. Mais on fait tout, nous, bien sûr, et les vendeurs en boutique aussi, ils découvrent, les ludicaires découvrent aussi des jeux qu'ils n'avaient pas forcément joué ou qu'ils y pensaient moins peut-être au moment de leur sortie. Je pense qu'ils y avaient joué au moment de leur sortie. Chez Raph, on a du Rebirth, du Kakosaurus, du Dadada. Ça a l'air de bien marcher, Dadada. Ouais. Niwashi, Tilt et Moustache chez Vincent. Et tout en bas, nous avons Kakosaurus, Digi7, très bon choix, Rebirth, de très bons choix dans l'ensemble. Ouais, hein, moi, je suis assez en accord avec tous les choix qui se sont faits. Moi, j'aimerais bien savoir s'ils ont mis un vrai fromage sur leur table, du coup, et que quand tu rentres, ça sent, et tu repars directement, parce que tu peux pas supporter cette odeur. Et on a reçu également une photo de la boutique ludique à Villefranche-sur-Saône. Alors là, également, on a... Alors, ils sont où les petits boosters ? Ils sont ici, juste à côté. Ah oui, ils sont en dessous. Ouais, en dessous, ouais. Voilà, de plein de bonnes idées qu'on a eues cette semaine. Ça fait vraiment comme dans les supermarchés où à la caisse t'as les petits bonbons et tout ça, et puis tu te fais avoir parce que tu fais oh ouais, celui-là j'avais pas prévu de le prendre, mais je vais le prendre quand même, et hop tu te le mets dans le panier. Exactement ça. C'est très malin, très intelligent, bravo les ludicaires. Voilà, c'est chouette, j'adore moi, se balader en photo ailleurs qu'au chalet d'un monde de jeu, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de manière à peu près certaine. On refera ça à l'occasion, on retrouvera, tu sais, les moments où tu as les vitrines spéciales. Il y a des moments dans l'année où sur Pâques, je pense, sur Halloween souvent. Ces moments-là, on a envie de les voir, nos vitrines de boutique. Là, on était dans les boutiques, on reparlera des vitrines un peu plus tard, ça c'est certain. On va s'intéresser à nos invités, Damien, qu'est-ce que tu en penses ? Bah oui, ils sont là pour ça. Nous avons 2 personnes autour de la table, un bricolo génial. Je peux te présenter comme ça, Thomas ? Ouais, carrément. Je vous trouve tout. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Et un illustrateur génial. Est-ce que je peux te présenter comme ça, Léonard ? T'es illustrateur vraiment à temps plein ? Oui, depuis 10 ans, depuis la sortie de l'école, j'ai jamais cessé. Et pour moi, c'est un peu un miracle tous les jours, donc je suis très content. Illustrateur de jeux ou illustrateur également de jeux ? C'est plutôt également de jeux et de plus en plus de jeux. Et d'ailleurs, je vais ramener des petits exemples parce que je m'étais dit, bon. Oui. En fait, moi je fais à la fois des albums jeunesse où il y a des choses comme ça. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses parce que je suis venu en train et que vu que j'ai illustré une 50aine de couvertures de romans, une dizaine d'albums, ça faisait une grosse valise. Et puis bon, c'était pas forcément ce que je voulais mettre forcément en avant là, c'est... Ah bah voilà, tu nous mets des petits animaux choupinous. Ouais, je vous mets des petits animaux mignons voilà. Parce que... Tiens, passe-le-moi, j'ai envie de le voir de plus près. Comme ça peut vous montrer un petit peu... l'étendue de ton travail et de ton talent. Et puis toi, tu commentes. Donc voilà, ça c'est, on va dire, c'est un exemple de ce que je peux faire en édition jeunesse. Et sinon, je travaille aussi beaucoup pour l'édition adulte. Voilà, je fais beaucoup de couvertures science-fiction, littérature et aussi pour de la publicité. Et là en ce moment, c'est vrai que c'est beaucoup les jeux de société et en partie depuis et même surtout depuis Ice, parce que j'avais illustré
le jeu de société Ice par Disway qui avait fait... Oui, c'était un financement participatif, on l'avait suivi, celui-ci on avait fait une vidéo sur notre chaîne d'ailleurs au moment du premier financement participatif, et ce Ice est revenu l'année dernière, hein, c'est ça ? Et oui, ils ont fait donc une nouvelle édition qu'ils ont donc simplifié, ils ont vraiment rationalisé les coûts pour pouvoir la produire plus facilement, etc. Et ils ont aussi rajouté des extensions, enfin ils ont fait tout un tas de choses, un très gros retravail, et donc ils l'ont rendu plus fluide, vraiment plus léger. Et donc ce jeu-là, en fait, c'était un sacré pari. Je me suis lancé sans filet. Ils sont venus me voir dans l'atelier à Lille où j'étais, qu'on avait cofondé, les Requins Citron. Et j'étais avec Hugo, qui est donc Hugo et Sanson, les deux frères qui ont fondé Disway. Et ils ont travaillé côte à côte, et puis il m'a dit tiens, ça te dirait de faire 90 illustrations non rémunérées pour l'instant, mais avec espérance de succès sur campagne. Et moi je dis bah oui, bien sûr, avec l'inconscience de la jeunesse. et voilà, aujourd'hui je suis très content d'avoir pris ce risque là, parce que en effet au début j'ai travaillé un petit peu en ne sachant pas si tout allait fonctionner, et puis au final les campagnes s'enchaînant, ils ont fait Founders aussi qui va être livré là dans quelques mois, ainsi que Ice Unlimited, là ils vont être livrés dans début d'année là. En tout cas c'est un très joli livre, hein, celui-ci. C'est une chance d'avoir l'occasion de pouvoir, parce que souvent les illustrateurs ils font des dessins, mais pour les jeux on les voit en action en jouant autour de la table. On n'a pas toujours l'occasion de faire un livre comme ça. C'est toi qui l'as conçu ou c'est eux qui l'ont c'est eux, on l'a fait en fait c'était un stretch goal de la campagne. Et en fait ils étaient très heureux des illustrations et assez fans, donc je suis très content aussi, et ils m'ont proposé de faire ça, et c'est vrai que moi qui ai une collection d'artbooks des autres, j'étais trop content d'avoir enfin le mien. Puis c'est vrai que on devrait toujours faire ça. Non mais on peut pas toujours faire ça. Par exemple, des financements. Il faut imaginer que la taille des tuiles, évidemment par exemple sur cette image là, c'est tout petit. C'est vraiment l'équivalent de 2 pièces de 2 € en termes de taille. Et en fait c'est vrai que là avoir l'occasion de montrer que sur chaque illustration, je passais une journée et demie, 2 jours à peaufiner des détails qui à la fin personne ne verront. Donc là, voilà, c'est dans ces moments-là où je check mon moi du passé et je dis, mais si, regarde, tout le monde voit les détails maintenant. Voilà. Donc, ça c'est un casse-tête, effectivement. Est-ce qu'on peut se permettre de passer autant de temps sur des choses qui sont aussi petites? Au final, là ça a été le cas. Donc il y a un beau livre. À chaque fois, il n'y a pas nécessairement la possibilité de faire des choses aussi complexes que je vous montre là tout de suite, mais quand ça existe, ça fait plaisir. Et pour terminer sur ma présentation, je fais par exemple des jeux qui sont... donc ça a lancé pas mal de commandes, surtout aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que Disway ont eu vraiment... 80% de leur clientèle était américaine. D'où l'importance parfois de lancer des financements participatifs quand on a réglé le problème du Groenland par exemple. Exactement. Et alors moi maintenant j'ai un peu plus de mal à dire je travaille beaucoup avec les États-Unis, mais alors faut pas faire de généralisation. J'étais fier. Ils ne sont pas tous présidents des États-Unis, les Américains. Bien sûr. Et bon, par exemple, ça c'est pour montrer. Après, ça a déclenché pas mal de commandes, notamment en science-fiction. Et en fait, du coup, le truc, c'est qu'ils sont pas forcément. Donc là, c'était la série des Undaunted. Alors ça, ce sont les jeux qui sont publiés par Osprey Game avec des auteurs qu'on adore, personnellement, David Thompson et Trevor Benjamin. Je connais absolument pas ces personnes, mais par contre je connais bien leurs jeux. Et du coup je les adore. Moi c'est comme ça. Bon voilà, en fait si je vous le ramène, c'est parce que en fait, ça c'est pas encore trouvable en France. Mais oui, et là tu excites pas mal de gens qui nous regardent, notamment tous ceux qui suivent cette série-là, tous ceux qui suivent ces auteurs-là. Ils ont fait tellement de jeux géniaux. C'est eux qui ont fait aussi Champ d'honneur chez Gigamic, qui est un jeu fabuleux. Voilà, donc qu'est-ce que c'est Line of Fire? Par exemple, ça c'est une version ramassée, pleine de punch de leur série qu'ils avaient fait des Dauntless, enfin des Undaunted, je suis pas sûr du nom français, mais en tout cas c'était des jeux donc de, comment on appelle ça, les lane battlers là, donc pardon si j'ai pas tous les termes, mais en tout cas c'est on doit conquérir une ligne et se créer, chacun est face à face, c'est un 2 joueurs.
joueurs. Et donc, inflexible, je crois, en français. Si je voilà, bon, bah, ça utilise toutes les mécaniques qui a fait leur succès par le passé. Et donc, ils ont ramassé ça dans un jeu thématique science-fiction. Ça me tente bien, moi, ça. Donc, c'est déjà sorti ou pas encore? Oui, c'est déjà sorti, c'est déjà achetable. C'est juste que c'est en anglais. Et il y a une très belle fabrication, etc. Voilà, et donc moi j'espère que ce sera traduit et qu'il y aura de l'intérêt. C'est déjà le deck que j'ai sorti. Et enfin voilà, donc du coup je vous ai pas ramené tous les autres jeux que ça a déclenché. Mais t'avais plein de trucs, on le voit. J'en fais pas mal. Et là en ce moment il y a une campagne de financement participatif qui va se déclencher dans 4 jours pour un jeu qui s'appelle Race to Kepler et qui est lancé par donc un nouveau sur le marché, Conduit Games. Et voilà, j'en ai fait toutes les illustrations tout cet été et c'est aussi sur un thème science-fiction. Et voilà. Donc, je suis très content de changer de la science-fiction. Mais alors tu nous as dit aux pirates, là, juste après. On parle des pirates. On va enchaîner directement avec le thème principal de cette émission, évidemment. Mais tu nous as dit que tu ne faisais pas que du jeu. Moi, je suis curieux de savoir si tu as d'autres activités en illustration. Comme du coup, comme ce que je montrais, il y avait donc de la jeunesse, de la couverture de romans, beaucoup de science-fiction. Donc on reste dans le. Tu fais pas de pub par exemple? Si aussi. J'en ai fait. J'ai fait aussi beaucoup de concept art pour des films d'animation, des spots de films d'animation publicitaires, etc. Et en fait, ce qu'ils appellent des style frames, donc en fait une image qu'on donne aux animateurs et après ils en font des choses. Donc, par exemple, j'avais fait pour Android qui avait fait toute une pub sur leur téléphone, comme quoi on pouvait filmer soi-même et faire des petites scènes un peu science-fiction, et donc ils avaient tout animé ça, et donc moi j'avais fait les style frames, etc. Donc du coup voilà, beaucoup de supports de dessins différents. Est-ce que c'est toi le loup d'Intermarché? Non, c'est vers Montpellier, parce que je connais une boîte montpelliéraine, celle-ci, pas lilloise. Tu m'as devancé, j'aurais bien attribué la gloire. Non, mais t'es bankable maintenant, ça y est, c'est parti là. Je m'éclate bien en jeu de société. Mais je pense qu'aussi le succès de Ice t'a aussi contribué à ce que la campagne marche aussi, parce que les illustrations quand même. Je pense un peu beaucoup. Beaucoup de gens ont dit ça, et ça m'a fait vraiment énormément plaisir, c'est que le jeu est nul, mais alors les dessins, il se trouve que le jeu est vraiment bien, et en plus. Mais par contre, oui, beaucoup ont souligné que la couverture, en fait, c'est arrivé à un moment où c'était la fin du Covid, les gens avaient un besoin d'aventure. Et en fait, j'ai fait, sans trop réfléchir, j'ai fait ce petit personnage qui descend en corde et qui Et en fait, il y avait un côté Indiana Jones et tout. Et du coup, l'appel de l'aventure a résonné chez les gens et ils se sont dit... et ça leur a plu, quoi. Bon, comme beaucoup, ça a eu du succès comme ça. On connaît tes dessins, on connaît Ice, c'est un jeu aussi qui a marqué ceux qui regardent les visuels d'illustration. Tu reçois beaucoup de demandes. Est-ce que tu arrives... comment ça fonctionne ça, ou finalement, parce que ton nom, on l'a moins cité, par exemple, quand on s'amuse à citer des auteurs bien connus, il y a du Vincent Dutray, du Maud Chalmel, il y a des auteurs, des illustrateurs qu'on voit beaucoup, c'est pas du tout une critique que je fais, mais c'est magnifique ce que tu fais, donc on pourrait s'attendre à ce que tu reçoives des illustrations, des commandes en permanence. Alors moi je suis un nouveau venu dans le monde du jeu de société, donc ça fait entre guillemets que 3 ans là que j'en fais régulièrement, et en vrai je m'éclate tellement à faire ça que je vais prendre de plus en plus de commandes. Oui, t'es demandeur. Le seul truc évidemment, c'est que moi je suis très habitué à travailler sur quand on travaille sur des couvertures de livres ou des campagnes courtes, je suis très habitué sur la même semaine à faire parfois 2 projets, et là il faut apprendre à donc vu que c'est forcément du 3 mois, 4 mois, 6 mois sur des jeux, l'organisation elle est très différente, il faut réussir à rentrer tous les projets, donc du coup est-ce que c'est le casse-tête de l'illustrateur. Je refuse forcément un petit peu, et là j'ai réussi à trouver un équilibre en justement, plus je prends du jeu, plus je suis à l'aise à dire aux clients là en fait pendant tant de mois je suis indisponible, chose que je n'arrivais pas à faire avant sur des projets. C'est très 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 dur à faire. Et il y a un côté quand même assez agréable aussi à être sur des productions plus longues, moins éphémères, et qu'après on puisse manipuler en vrai, et ça c'est très chouette. Ça, c'est une question qu'on devrait poser quand on reçoit des illustrateurs notamment. Est-ce que vous avez refusé des jeux qui sont des énormes succès aujourd'hui? C'est le genre de truc. Parce que quand on refuse, on vexe aussi. Donc, c'est sûr.
mais tous les freelances connaissent ça. Hein. C'est cet arbitrage entre est-ce que j'accepte pour me fidéliser un client et comme ça, mais quitte à rendre une production qui soit stressante et pas forcément qualitative. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment tout le temps jongler entre bon, cette fois-ci, j'ai refusé une fois, donc maintenant j'accepte et donc je fais de la place pour l'autre et tout. Ouais, ça marche pas pour tout. Hein. Alors, on va passer sur Ludembois parce que il y a aussi plein de choses à raconter hein, sur cette maison. C'est une maison d'édition, on peut dire ça, mais non, Ludembois. Si. Oui, non. Ah, allez. Oui, c'est une maison d'édition. Oui, mais je me réclame pas tant que tel. Je reste un indépendant, freelance aussi. J'ai fait en fait l'édition de mes propres jeux de société. Et à l'origine, je faisais plus des jeux d'échecs, des jeux de bagamon, en bois, ce genre de produits découpés au laser. C'était il y a une dizaine d'années. Et puis, en faisant des festivals pour vendre mes productions et mes casse-têtes, j'ai rencontré deux auteurs de jeux, et notamment Samy Marronnier, qui m'ont dit « Mais en fait, ce que tu fais, c'est génial, on pourrait en faire des jeux de société, et on n'a qu'à faire un premier jeu ensemble, si tu veux. » Et c'est là où on a fait, du coup, Turbulence, le premier jeu édité par Ludembois. Et du coup... à ce jour le seul qui a été disponible. Et puis là, du coup, ça va être le deuxième. Donc c'est pour ça qu'à la fois, c'est une maison d'édition, mais bon, en fait, là, on est à un jeu tous les 5 ans. Oui, c'est ça, c'est une maison d'édition qui avance tranquillement, qui propose des projets complètement atypiques, parce que ceux-là, moi j'ai déjà croisé assez régulièrement en festival, à chaque fois je m'arrête sur le stand parce que je suis curieux de découvrir, de voir le matos de Turbulence, ça nous a marqué et ça a donné envie, je me souviens au moment de sa sortie, c'était il y a 5 ans, c'est ça ? La prévente a été en 2019 et on l'a livré en 2021. D'accord, oui, donc un peu plus que ça même. Et à ce moment-là, tous les amateurs de jeux se demandaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air fabuleux, on sent qu'il faut le prendre là maintenant parce qu'on risque de pas l'avoir derrière. C'est ça. Bah oui, moi je l'ai pledgé. T'as suivi aussi Damien, on l'a vu arriver ce jour, on avait envie de le découvrir. Ludembois, c'est le nom de la boîte, toi c'est Thomas Planète, et on regarde un peu parce que vous pouvez suivre à la fois sur l'Instagram, c'est Toplanète, c'est ça l'Instagram? Toplanète, Facebook c'est Toplanète aussi. Et puis le site, donc Ludembois, tout simplement, vous pouvez aller voir ce qu'il y a. On va regarder un peu, tu nous as envoyé des tonnes d'images, et on va pouvoir se plonger, commenter aussi ces images, puisqu'il n'y a pas que du jeu, et c'est ce que tu nous as dit là au début. Ici, on voit des petits éléments, des casse-têtes, ça c'est presque un objet d'art, moi j'ai envie de dire, parce que est-ce qu'on achète ça pour y jouer vraiment, ou pour le plaisir de la voir? Il y a un petit peu des deux, quand on prend les labyrinthes double face, d'ailleurs j'en ai ramené un ici. En fait, on a un petit peu l'effet console de jeu, ça tient dans les mains. Tiens, on va le montrer ici. Tu mets ça sur une table basse, ça fait tout de suite déjà objet de déco et ça attire l'attention et les gens après le manipulent. Ouais, c'est vrai que c'est joli, c'est du matériel, on sait que c'est fait dans ton atelier. Alors, il faut nous raconter l'atelier, ça, on a envie d'en savoir un petit peu plus, avant de parler de la possibilité de l'avoir en boutique aussi, parce qu'il y a des boutiques qui nous suivent. Il y a tant de questions qui se bousculent en moi. Alors, il se trouve que ça a été disponible en boutique, parce que quand j'ai commencé, du coup, en 2018, j'ai principalement cherché à travailler avec les boutiques, à vendre des dés, ce genre de puzzle ou de casse-tête. C'est compliqué, mais... De passer par les boutiques. J'étais très motivé à ce moment-là et j'ai fait un tour de France en voiture des boutiques, et puis en fait il y en avait vraiment eu beaucoup de boutiques qui ont vendu ces pièces-là. En fait ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout seul, et puis quand Turbulence est arrivé en 2019 et qu'on s'est retrouvé à 1000 commandes alors que j'en avais prévu maximum 500, j'ai été chargé pendant 2 ans, mais non-stop, et du coup j'ai dû faire un arrêt complet de toutes les prods autres que Turbulence. Et de l'expédition en boutique, de ce genre de choses. Voilà, donc en fait je suis passé sur du travail pour les professionnels à du travail pour les particuliers uniquement, et en fait jusqu'à 2022, où je me suis vraiment concentré sur Turbulence, le Kickstarter, et puis ensuite toutes les séries qui ont suivi, parce qu'on a eu 7 séries, donc de plus petite quantité à chaque fois, mais qui sont arrivées jusqu'à fin 2023 chez les particuliers. Oui, et puis donc c'est une micro-entreprise, vous êtes combien dans l'entreprise ? Je suis tout seul.
Voilà. Donc je fais tous les postes. Voilà. Alors c'est pas une micro-entreprise parce que j'ai quand même un statut SASU pour travailler avec les professionnels. Ouais. Voilà. T'es pas auto-entrepreneur, c'est ça que tu veux dire? Alors j'ai aussi dû monter une auto-entreprise, mais là c'était plus pour de l'animation. D'accord. Donc c'est complémentaire, mais les jeux c'est avec la SASU. D'accord. Ouais. On regarde l'atelier, parce que moi ça m'intéresse. C'est surtout que c'est chez toi. Ouh là là, c'est dur à dire. Ouais. Oui. Alors, là, vous êtes dans son salon. Oh, voilà, exactement. Non, c'est pas le salon quand même. Ah, ça ressemble. Alors, c'est vrai. En fait, je loue un bâtiment qui est une grange, et puis du coup, au rez-de-chaussée, j'ai le stockage où il y a les boîtes de jeux vides, le papier, le bois, enfin voilà. C'est un stockage au sec avec une dalle de béton propre, donc c'est très pratique pour pouvoir stocker, travailler. J'ai des établis qui sont modulables parce qu'en fait, comme c'est une sorte de long couloir, je peux pas toujours tout laisser en plan. D'accord. Et puis, par contre, en effet, le souci, c'est que les machines, alors là, on voit, c'était au moment où je montais le nouvel atelier, puisque je suis arrivé donc en Touraine, où j'ai monté mon 3e atelier il y a 4 ans. Et en fait, c'est un atelier au sec et puis au chaud qui est au-dessus. Ah, c'est toi qui as fait les grandes cartes de symbiose? Oui, tout à fait. Et donc cet atelier-là, j'avais besoin d'une température constante parce que j'ai des machines qui sont très fragiles aux différentes températures. Et donc en fait, finalement, je me suis retrouvé dans mon salon. Donc c'est bah oui, parce que là, la température est plus constante. Là, on voit une des machines. Alors c'est des machines professionnelles. On n'est pas du tout sur la petite imprimante qu'on va acheter chez soi pour faire de l'impression 3D ou de l'impression papier. On est sur des appareils pro, très onéreux. Ouais. On ne peut pas s'acheter ça si on n'a pas un projet professionnel. Ça reste accessible quand même en termes d'entreprise. Ce genre de matériel, c'est du 15 000 € hors taxe, mais ça, c'est pas non plus. Pour une entreprise, c'est faisable. Pour une entreprise, c'est faisable. Pour un particulier, c'est plus compliqué. Par contre, c'est de la très haute qualité. J'ai une fois fait la mésaventure d'acheter chez un vendeur français en pensant que c'était une machine de bonne qualité, mais en fait, c'était une. Ça, c'est pour couper le jambon, c'est ça. Il y a Johan qui est le qui s'excite. Je vois, on va poser toutes les questions, Johan. Il va co-animer un peu cette émission à distance parce qu'il est ultra passionné par la question. Donc, vraiment... C'est parfait. Donc, pardon, je t'ai coupé. Donc, je disais, oui, j'ai fait une fois l'erreur d'acheter une machine qui, en fait, était un rebranding d'une machine chinoise. En fait, elle a même pas duré 2 ans. Et là, c'est 20 000 € de perdu. 20 000 € perdus complètement. Et puis, surtout, 2 mois d'arrêt dans la production, le temps d'en retrouver une. Ça a été... Des aléas comme ça de l'entreprise qui sont pas évidents à gérer quand on est tout seul et puis qu'on a toute la panique. Là, c'est vraiment ton outil de travail qui casse et là, t'es à l'arrêt. Et puis ça, par exemple, j'ai fabriqué... Donc c'était au mois de mai dernier, et puis j'étais en pleine fabrication de puzzles. Alors c'était des whoopies pour le flip. Il y avait 3200 whoopies à fabriquer pour les distribuer. Et puis là, pas moyen de les fabriquer. Donc, depuis cet été, j'ai commencé à trouver d'autres partenaires pour pouvoir en fait compenser les aléas et pas toujours être sujet aux difficultés que peuvent avoir les machines. Ou même, moi, personnellement, parfois, il y a des fois où impossible de travailler sur tel projet ou manque de temps. Donc en fait, trouver d'autres partenaires qui font le même genre de métier que moi et avec lesquels je peux travailler justement dans les coups durs et tout ça. Et c'est quoi, c'est de la sous-traitance C'est de la sous-traitance, carrément. Ah oui, carrément. Je prépare des fichiers, j'ai formé certaines personnes, et puis voilà, on travaille. C'est indispensable. C'est ça, la gestion de l'emploi du temps, du calendrier, c'est le problème principal des toutes petites entreprises, sans doute des grosses aussi, mais les petites n'ont pas les ressources humaines requises pour pouvoir se lancer là-dedans. On répond à Johan. Qu'est-ce que tu as comme type de machine? On a envie de savoir. Alors, j'ai 2 découpeuses laser. Est-ce que vous voulez savoir des marques? Darth Vader et Luke Skywalker. Oui, tu peux donner des marques, peut-être ça intéresse moins, mais on en donnera 4 autres. J'ai 2 épilogues mini, donc elles n'existent plus dans ce format-là aujourd'hui, mais c'est des très bonnes machines. Qui me servent donc à la découpe dans le quotidien. Il y en a une qui est plutôt réservée pour papier carton et puis l'autre pour le bois. Et puis j'ai une imprimante UV. Donc là c'est une imprimante assez récente, elle est sortie en fin d'année dernière, qui s'appelle la Roland BD 12. Et voilà, donc c'est une machine d'impression sur tout objet. Moi j'utilise principalement pour le bois, mais...
Et en fait, ce sont des encres UV qui vont être déposées et polymérisées à la surface et qui deviennent très, très dures et très résistantes. C'est ça, hein, tu m'as dit où ta machine est tombée en panne, c'était une imprimante UV. Ouais, c'était une imprimante UV. Et tu m'as parlé de toxicité des encres, c'est un truc sur lequel il faut faire attention. En fait, il faut faire très très attention parce que quand elles sont à l'état liquide et qu'on les manipule, alors moi je l'ai appris à mes dépens, en fait, il y a beaucoup de composés organiques volatiles qui se dispersent et en fait, on peut développer des allergies. Ouais. Et donc, il faut faire très attention si jamais il y a des personnes qui Yoann, il vient de recevoir la sienne, c'est pour ça que je dis ça. Il faut vraiment faire attention à avoir un carénage et un filtre pour éviter en fait de prendre des shoots de COV et de développer ces allergies. Yoann me dit, j'ai tout mis dans le panier du MDJ, tu pourrais me filer de la carte bleue. Il n'y a pas de souci, évidemment. Hein. Il y a la Trésor. On est d'accord. Mais il a déjà tout, Yoann, il a déjà tout en double. J'espère que tu te protèges, Yoann. Hein, protège-toi, ça m'a fait penser à toi, fais gaffe. Tu nous disais que tu t'es retrouvé à tousser sans savoir d'où ça venait et que le moment où l'imprimante est tombée en panne, la toux s'est arrêtée. Ouais, exactement. C'est comme ça que j'ai compris que j'avais développé une allergie. C'est pas... T'es sûr que c'était pas une allergie au boulot, du coup? Parce que c'est aussi lié à l'arrêt de ton travail, tu vois. Donc, Non, après, depuis du coup avec la nouvelle machine qui a les filtres et tout ça, il n'y a plus aucun souci. N'achetez pas chinois. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui passent par là, quoi qu'il arrive, même quand on achète français, on pense que c'est français, mais en fait, je sais pas s'il y a beaucoup de fabricants de machines de ce type-là en France. Celui-là, c'est un fabricant belge, la dernière machine. Mais le monsieur est belge, mais est-ce que la machine est faite en Belgique? Je pourrais pas dire. Je pense qu'il y a quand même des composants qui sont faits en Chine, parce que tous les composants peuvent pas être faits en France ou en Europe. Mais en fait, en tout cas, elle correspond aux normes européennes, et donc on peut pas. On est protégé en fait en travaillant avec ces machines. Il y a des normes très strictes dessus. Alors, on va parler donc de ces jeux, ces versions géantes. Pirate en péril, c'est le jeu dont on vous parle aujourd'hui. Regardez, hop, c'est pas cette caméra. Pas cette caméra. Non, mais en fait, c'est le même écran, donc je suis obligé de jongler, je mets cet écran-là. Juste avant, si je peux me permettre, il y avait une question. Oh, merde. Pardon. Bon, allez, d'accord. Il y avait une question dans le chat de Lionel C qui demandait pour Turbulence, qu'il avait joué à PEL et il demandait quand est-ce que ce sera de retour à la vente. Ouais, alors Turbulence, c'est un cas un peu épineux parce que j'en avais fait 1000 sur le Kickstarter, on en a refait 1000 par la suite. Et là, les versions Kickstarter, elles sont épuisées définitivement. J'en referai pas parce qu'en fait, au niveau financier, avec les coûts, tout ça qui ont augmenté, faire cette version-là n'est plus rentable pour l'entreprise. Donc, ça fait 2 ans que je travaille sur une petite version. Alors, on la mettra dans les photos disponibles. Une petite version d'un mini Turbulence qui, pour le coup, je l'ai développé pour les boutiques. C'était un peu, on va dire, alors c'était pas une erreur parce que c'était une volonté de travailler uniquement avec le particulier sur le produit de luxe au départ, mais j'ai eu des demandes de boutiques pour l'avoir en boutique, mais commercialement je pouvais pas me permettre. Donc j'ai développé la version mini Turbulence à destination des boutiques. Ça fait 2 ans qu'elle est prête, mais ça fait 2 ans que je la repousse pour plein de raisons. Et puis après, notamment les pannes retardent toujours aussi la sortie de cette mini-version. Mais j'ai bon espoir qu'elle puisse arriver parallèlement à Pirate en péril cette année. Avec optimisation des règles par rapport à l'édition collector Il y a quelques points qu'on a supprimés. Alors déjà, il n'y a plus la partie collector. Le mode expert est intégré directement dans la mini-version. Et puis on a simplifié quelques points qui étaient complexes à expliquer, complexes à comprendre. Notamment sur les sorties du jeu, les atterrissages d'urgence. Voilà, tout ça, ça a été simplifié. C'est une version qui est encore plus accessible pour les familles, mais qui contient aussi directement le mode expert. Ok. Voilà, on va continuer cette émission en parlant tout de suite de Pirate en péril parce que je pense que ça vaut le coup de s'attarder un petit peu sur ce jeu maintenant. Peut-être vous attendez la description, peut-être vous êtes fan sans doute de Lude en bois et vous voulez voir à quoi ça ressemble plus particulièrement, mais on reviendra ensuite sur tout ce que tu fais d'autre parce que tu nous as envoyé des tonnes de photos et là on a envie de les regarder, c'est magique en fait toute cette construction, donc restez pour suivre la suite de cette émission. On va vous faire rêver un petit peu et peut-être passer sur le site Lude en bois pour remplir un panier. On peut acheter directement sur le site. Le site, il était un peu en pause pendant ces 2 dernières années parce que je travaillais principalement pour les pros. Et c'est l'objectif de cette année, c'est ce que je vous montre là. C'est ce qui va arriver, en fait, c'est les nouveautés 2026 qui vont être disponibles. Donc dans le printemps, le site est en cours de mise à jour et tous les objets qu'on présente là vont être disponibles d'ici le printemps 2026.
Ok, bon, on se fera le relais de tout ça, évidemment. Commençons par regarder Pirates en péril. Donc, c'est le nouveau jeu qui arrive. Donc, même modèle, financement participatif, pardon, mais le plan est assez large, on le voit de loin. J'ai été obligé un peu de faire un plan large. Tu veux retourner les trucs, toi? Si c'est mieux. Non, c'est très bien comme ça. Bon, c'est tout comme ça. Tu fais... Alors là, c'est en direct maintenant. Hop, tac, trac. Tu m'as donné une feuille? Oui. C'est la couve. C'est la couverture. Ah, est-ce qu'on dévoile la couverture? Est-ce que vous avez envie qu'on dévoile la couverture? Tu voulais pas la dévoiler, toi? Oh non, mais c'est parce que oui, je suis plus, c'est plus pratique. Allons-y, on dévoile la couverture. T'as pas mis le jingle scoop, parce que là on a un premier scoop, pas deuxième encore fait scoop. De jingle scoop. J'ai prévu de faire tout ça. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Eh ben, écoute, tu te tournes les pouces. Non, franchement. Il y a tellement de choses qu'on a prévu de faire qu'on n'a pas fait. Je précise qu'on l'a terminé pas plus tard qu'avant-hier avec Léonard. Voilà. Attention. Ah là là, elle se dévoile au fur et à mesure avec les animations 3D impressionnantes. Abrège leur souffrance. Yeah, regardez la couverture de Pirates en péril, Pirates on Peril. Non, mais je fais des effets parce que c'est le vrai nom en effet. Ouais, le vrai nom. Ah là, elle est superbe, comme d'habitude. Là, tu l'as imprimé sur. Du coup, tu utilises l'imprimante UV. Ah, bah oui. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Pour faire des petites plaquettes. Juste pour montrer petite fabrication. Donc c'est. Mais tu travailles sur papier? En l'occurrence, je fais du mix média et là, du coup, c'était pour montrer un peu le processus. Et donc, du coup, j'avais découper chaque élément pour faire du Photoshop low-tech. Mais moi j'aime vraiment ça en fait, je trouve ça super. Non mais c'est chouette. Moi qui travaille sur papier, le mec qui ramène tout à soi, j'ai vraiment des gens qui font ça. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, enlevez cette phrase, refais cette séquence, ça sera coupé au montage. Donc tu parles des techniques préhistoriques, sur papier. C'est ça. Ouais, et les gens sont dithyrambiques, magnifiques. Oui. C'est magnifique, quoi, superbe. Ouais. Il a coulé! Ah non, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai trouvé intéressant, très intéressant de travailler avec Léonard sur ce projet, c'est que il fait souvent de très très jolis croquis du premier jet, et ensuite il va les retravailler. Mais plusieurs fois, je lui ai dit non, mais on garde le premier jet en fait. Oui. Non, un client m'a jamais fait ça. À chaque fois, j'envoyais un croquis et je dis c'est bon, là on va affiner. Et tout. Et il dit non, surtout pas. Garde brut. Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien parce que j'adore le premier jet aussi. Et souvent, on va dans une impasse de finition où finalement tout s'amollit et le croquis était mieux que tout. Moi, ça m'arrive aussi d'arrêter au premier jet, mais après, ça fait mal à la vessie. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais arriver. Hein. Martin, je le connais quand même depuis maintenant pas mal d'années. Voilà. Désolé, hein, mais vous avez l'habitude vous aussi. Donc, Ok. Alors, peut-être pas toutes les pages, juste cette double page, parce que le reste, je peux pas garantir que ce soit joli. Tout est joli. Mais en fait, forcément. Ça, c'est pour montrer un peu les croquis faits, comme ça, on va dire de manière assez libre et lâchée, et en fait ça fait partie des choses que Thomas m'a demandé aussi pour le livret de règles et pour l'habillage de la campagne, c'est de dessiner un petit peu librement autour des pirates. Mais c'est ce que je disais, c'est que là c'est vraiment la double page que j'ai faite récemment. Et après il y a des dessins qu'ils peuvent pas montrer. Oh mon dieu on peut pas montrer ça là. Il y a aussi les dessins ils faisaient de la littérature adulte après voilà. C'est pas tout du même niveau, mais j'aime bien aussi. Les gens qui sont parents reconnaîtront le génie créatif d'un enfant de 3 ans. Écoute, là ça va compter pour beaucoup. Oui, et c'est ça aussi être parent illustrateur, c'est que son matos est tout le temps piqué pour faire des jolis dessins. Voilà. Voilà, donc on n'a pas encore la boîte de jeu, la campagne arrivera... ça c'est chouette. Hein. La campagne arrive à Paris dans le courant de l'année, on a prévu ça début mai, la campagne de financement, mais par contre on a déjà du coup terminé la couverture. Globalement le jeu l'habillage du jeu est terminé, les règles du jeu sont prêtes. Il nous reste encore quelques points à régler, notamment sur la commercialisation. On a une idée du tarif et une idée du nombre d'exemplaires, mais c'est à confirmer. Et puis après voilà, la boîte de jeu, la notice, on n'a pas encore la notice finie. J'ai une ancienne version qui date de 2022. Les règles n'ont pas changé, mais voilà, c'était avec les photos du plateau. J'aimerais bien la mettre à jour avec des graphismes plus poussés qui correspondent à l'actualisation du plateau aujourd'hui. Je suis impressionné quand même par le rendu de l'imprimante UV. Alors je pense que le support compte aussi dans l'effet visuel que ça génère, parce que c'est chouette hein, quand même. Et là du coup,
tu vas faire ton impression. On sait que c'est un travail, et c'est ça qui est très intéressant dans cette émission, parce qu'on vous présente aussi la démarche particulière de quelqu'un qui fabrique chaque jeu. Tous les jeux que les joueurs vont manipuler ensuite sur la table seront passés entre tes mains. Oui. Alors, tu veux dire une fois qu'ils seront livrés chez les personnes ? Tu fabriques tous les jeux, c'est ça que je dis. Ah oui, tous les jeux qui sont là, et c'est moi qui les fabrique. Ouais, c'est pas fait dans une usine. Vous savez que Thomas, il a touché, il a manipulé les jetons, il a... oui, non, mais moi, ça m'impressionne parce que je ne te rends pas compte. Ben oui, mais Thomas, il y a quelque chose comme nous qui sommes très attachés à l'original, tu sais, au dessin original, à la manipulation. Sur la plupart des jeux que vous achetez, ça passe par une usine chinoise et puis vous savez rien du tout de la fabrication. Là, on sait qu'on parle du fabriqué en France, là, pour le coup, on voit que c'est complètement artisanal. Ouais, c'est fabriqué en France et artisanal en effet. Même si j'utilise des machines, le process c'est quand même assez long. Je veux dire, moi, en travaillant une pleine journée, je fabrique maximum 5 jeux par jour. Et c'est le cas pour tous les objets que je fabrique quand ils sont de cette grandeur-là. Il y a des objets qui sont plus rapides à fabriquer. Je fabrique notamment des jetons, des goodies pour les éditeurs. Oh. Quand il s'agit de plus petits objets type des porte-clés, là par contre je vais en fabriquer quelques milliers par jour, c'est beaucoup plus rapide. Bien sûr. Je pense peut-être plusieurs centaines. Ouais. Parce que les gens te contactent aussi pour fabriquer des goodies c'est d'autres éditeurs qui te contactent. Ouais. Alors, par exemple, cette année, j'ai fabriqué les cartes grand format pour Subverti pour le jeu Symbiose qui a été montré en festival et qui servait donc pour la communication en festival et les cartes ont été distribuées. J'ai fabriqué les goodies porte-clés pour le PEL, les goodies pour le Flip. Et puis en fait, je vois qu'au-delà des commandes d'éditeurs, en fait, comme j'étais assez présent en festival jusqu'en 2023 et que là cette année je reviens en festival, j'ai des festivals qui me demandent, notamment Alchimie, pour concevoir les goodies pour la prochaine édition. Et en fait, comme en plus je participe au festival, c'est super intéressant pour moi. C'est fun, on a envie de présenter ces goodies, ils ne sont pas comme les autres. J'ai même tendance à dire que la question du prix n'est pas la même pour moi, en tout cas, tel que je le vis. Dites-moi si c'est différent pour vous également, mais quand on sait par où c'est passé, quand on sait la démarche, et le fait que c'est une production dans un petit atelier français, ça change complètement ma vision des choses. Là, je me pose pas la question du prix, je me pose la question de il me le faut. Il me le faut, et le prix, ça doit être forcément juste. Ouais, alors si vous voulez avoir un ordre de grandeur, on est sur autour de 80 €. Pour une comparaison, on avait vendu ce Turbulence à 60 € il y a 7 ans. Les choses ont quand même beaucoup changé depuis. Et en fait, 80, c'est l'équivalent des 60 il y a 7 ans. Ouais, bien sûr. On vise ce tarif-là, je pense que c'est correct. On a prévu 1000 boîtes de jeux comme Turbulence pour commencer. Mais c'est justement ça qui doit encore être déterminé. Il n'y a pas que moi qui rentre en compte là-dedans. Et puis, voir si est-ce qu'on prévoit une autre série par la suite, comme on l'a fait pour Turbulence, si on s'arrête à 1000. Est-ce qu'on les propose d'emblée tous sur la campagne ? C'est des choses qu'on doit encore terminer de décider. Ça sera sur quelle plateforme, tu sais déjà ? Alors, a priori sur Kickstarter, puisque j'étais déjà sur Kickstarter, mais je me pose la question sur GameFound. Je dois étudier un peu la situation encore. Et tu vas être tout seul pour gérer tout ça ? Ah non, je pense que comme pour Turbulence, je vais prendre une ou deux personnes pour m'aider pour la campagne, pour la gestion de la campagne. Ouais, bien sûr. Ce sera une campagne express parce que Turbulence, on avait fait un mois, c'était beaucoup trop long. Là, ce sera 2 semaines maximum. D'accord. Et 2 semaines maximum. Ça va être rapide. 2 semaines, c'est rapide pour un projet comme ça qui est aussi un peu atypique et dans lequel il faut réussir à informer sur ce projet-là. Alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Elle sera lancée quand ? Début mai. Début mai. On a encore un petit peu de temps pour préparer tout ce qu'il faut pour accompagner cette campagne et vous informer dessus. Évidemment, il va falloir le faire de la manière la plus efficace. Je préfère GameFound, nous dit Felmire. Je crois que tout le monde préfère un peu GameFound dans l'interface de l'outil, mais par contre, Kickstarter a une force qui est celle du réseau social. C'est un réseau social plus fort que celui de GameFound, peut-être toujours aujourd'hui. Après, je travaille pas aux États-Unis, ce sera un projet qui sera disponible qu'en Europe. Là, ça sera en fait, j'ai peu d'intérêt d'avoir le réseau social Kickstarter par rapport aux États-Unis. Mais moi, ce qui me pose question par rapport à Kickstarter, c'est que j'ai déjà fait un projet là-bas, que je connais, que pour les gens qui me suivaient sur le précédent projet peuvent revenir là. Oui, tu peux relancer des mails. C'est facile de relancer, mais j'ai entendu beaucoup de bien sur GameFound aussi, donc c'est c'est super. N'hésitez pas à m'envoyer vos avis là-dessus, je suis preneur. On a parlé de l'alchimie, on a invoqué Steve, il est arrivé. Il est toujours un peu là, Steve, évidemment.
On continue, je regarde vos questions, parce que vous avez plein. Il y en a qui, à Mac Totoro, qui demande si tu fais aussi du coup des prix pour des remises de prix. Ouais, carrément. J'en ai fait. Alors, je ne les ai pas mis dans les exemples en photo parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de projets. J'ai un projet par semaine depuis 8 ans. Donc, mais ouais, j'ai fait des prix. Ouais. Et pas que pour des jeux. J'ai fait des prix pour des clubs de roller derby, ce genre de choses. Ouais. Voilà, on peut tout faire en fait avec cette technique. Mais moi je suis juste à côté, je suis vraiment impressionné par la qualité. Genre, la découpe, on commence à être habitué parce qu'on le voit souvent, la découpe laser sur du bois, ça devient quelque chose de plus commun, on va dire. Mais la qualité de l'impression en fait, parce que c'est une question qu'on se pose quand on le fait chez soi, quand on n'a pas, il ne s'agit pas d'un imprimeur à proprement parler, mais vu le prix des machines, les imprimeurs n'ont pas toujours des machines de ce type-là, systématiquement, c'est vraiment chouette. Et là, tu vas imprimer. Alors, sur l'impression de tes jeux, tout est en bois, mais la boîte, tu fais comment? Tu l'as fait faire? Une boîte en carton. Et ça, c'est fait par un imprimeur? Ce sera fait par un imprimeur. Ouais. Parce que là, c'est un autre savoir-faire de fabriquer la boîte. Je me lance pas là-dedans. En fait, c'est de l'expérience que j'ai de ces 8 dernières années, c'est que je peux pas tout faire. Ouais. Et j'ai appris à déléguer sur des points sur lesquels je vais être moins qualitatif que d'autres personnes qui ont développé ces compétences, quoi. Et toi, tu te fais une boîte entièrement en bois pour toi, pour ton exemplaire de luxe incroyable que tu veux garder, que vous posez au-dessus de la cheminée ou dans la cheminée? Même pas. J'ai fait seulement des boîtes en bois pour les exemplaires en grand format. Ouais. Et donc il y a eu 2 boîtes en bois pour les grands formats de Turbulence, et puis on aura un grand format de Pirates en péril pour le flip cet été. Et puis il y aura une boîte en bois qui va avec, mais voilà. On me demande s'il y a de l'insert en bois pour le rangement. Alors non, parce qu'en fait c'est très lourd dans les boîtes. Pour les personnes les gens le font chez eux des fois. Voilà. Pour les personnes qui ont Turbulence, il y a eu des inserts en petites boîtes cartonnées qui avaient beaucoup plus, avec une surprise qui n'avait pas été annoncée pendant la campagne. Et en fait l'idée est arrivée après la campagne, et puis c'est mon métier de concevoir ce genre de pièces, donc on s'est lancé là-dessus. Johan, si tu es toujours là, je ne sais pas si tu es toujours là, je te pose la question, parce que tu as accès à l'outil d'admin. Est-ce que tu lancerais pas un sondage pour savoir si les gens sont hypés, ont envie de commander le jeu au moment de sa sortie? Donc ça sera mai, mais juste un sondage, on va peut-être pas faire une question. Ils ont déjà commencé à faire un décompte sur le chat en disant Mamoine, il ne reste plus que 999, il ne reste plus que 998, et ils sont déjà en train de réserver et de précommander. Est-ce qu'on fait un sondage ou est-ce qu'on le fait en vote classique? En fait, le vote classique, ça marche, je suis un peu bête, en vrai, on pourrait le faire dans l'onglet en vote classique. Donc du coup je peux voir comme tu veux, Johan, je peux le faire si tu veux, dis-moi juste. Il a dit oui, mais je ne sais pas, il a dit oui à quoi. Sur le fait qu'il était là. C'est vrai que ça peut être, je réfléchis. Vote, on aura plus de stats. Ok, on va faire un vote classique. C'est plus, oui, il n'y a pas de raison de faire un sondage. Mais alors, le problème du vote, tu vois, c'est que simplement les gens vont nous dire à quel point ils sont hypés entre 0 et 100. Donc si vous avez envie de suivre en tout cas la campagne, vous vous dites je vais suivre, vous mettez au-dessus de 50%. Et si vraiment vous savez déjà que vous allez faire le jeu, attendez qu'on vous le décrit, on va vous le décrire là tout de suite, la mécanique. Si vraiment vous savez déjà là tout de suite que vous allez pledger, vous mettez carrément au-dessus de 80. On va donner comme ça un ordre de grandeur, parce que les gens votent de 0 à 100, donc c'est pas très précis comme... Et puis s'il peut rajouter le nouveau branding de Turbulence en plus, pour savoir si les gens aussi sont hypés par la on peut le faire là, petite, on va pouvoir le faire. La version miniature, mais alors c'est vrai que je me suis dit, le jeu était quand même assez... prenait de la place sur la table, donc là vraiment tout va être réduit à une échelle... quasiment divisé par 2, c'est plus un jeu... ce sera une petite boîte format A5 en fait, et dans lequel tout est toujours bien optimisé. La boîte est assez lourde comparée à son format, mais voilà, la taille de la boîte de Turbulence originale, elle est beaucoup trop grande. Je me suis rendu compte après coup. Donc là, par exemple, Pirates en péril, on sera sur le format du display qui est ici, en format A4 de boîte, ce sera très bien. Oui, il y a une fiche Notion, Johan, mais je peux le lancer là, je vais le faire là. Hop, on démarre un vote sur ce jeu. Qu'est-ce qui m'explique le pitch du jeu? Alors, sans rentrer dans le détail précis des mécaniques, on le fera ça en émission derrière, on va pas faire un quart d'heure d'explication ici. Oui, bien sûr. Donc du coup, c'est un jeu de tactique avec un peu de bluff. L'objectif en tant que capitaine de navire, c'est d'être le pirate le plus riche possible en récupérant des trésors qui ont été perdus au fond de l'eau suite à l'échouage d'un navire. Donc chaque tour de jeu, on va se retrouver à pousser des tuiles sur le plateau
qui vont déplacer soit son propre bateau, mais on peut aussi déplacer ses adversaires, pour les pousser vers la gueule du kraken. Ces tuiles en fait comportent des vagues qui vont permettre de faire des actions et des déplacements, et on va aussi avoir un équipage, et donc cet équipage, lui, va avoir des capacités différentes, par exemple avancer davantage, ce genre de choses. Ouais. Il y a également des actions, des événements de fin de tour, donc par exemple des tentacules qui vont apparaître sur le plateau et qui vont venir perturber les mouvements des joueurs. Donc l'objectif étant de récolter un maximum de trésors qui ont des valeurs différentes, voire d'aller directement chercher le coffre qui vaut bien plus, mais ce coffre, pour être ouvert, il faudra une clé à trouver parmi les autres trésors également. La partie s'arrête de 3 façons différentes. Il peut y avoir un pirate qui coule, ça met fin à toute la partie, ou il perd tout son équipage, ou alors il est mangé par le kraken. Et puis également si le coffre qui est ici tombe dans la gueule du kraken. Voilà, donc c'est un jeu qui n'est pas coopératif, un jeu compétitif, mais sur lequel il va y avoir des alliances de fortune, puisque en fait on n'a pas envie que le pirate le plus faible coule si l'on n'est pas en position de force pour remporter la partie. Ouais. Donc on va parfois aider un adversaire pour pouvoir remonter la pente ensemble et s'attaquer au pirate le plus violent et le plus riche. Je fais la réalisation en direct en montrant tout parce qu'il est grand en fait ce plateau, donc forcément on doit tronquer si on veut que ça rentre complètement à l'image. Les petits détails et tout ça. Alors, les petits détails, on va le montrer avec l'autre caméra. Regardez, hop, on va le mettre ici et vous voyez ces tout petits bateaux qui sont entièrement en bois, coupés à la découpeuse laser. Et là, c'est imprimé en UV aussi, cela. Ouais. Donc voilà, vous avez la totale. Donc, c'est très très chouette, évidemment. C'est un contact, c'est un matériel qu'on trouve pratiquement nulle part ailleurs. Enfin, moi, j'ai pas d'exemple d'autres jeux. Alors, si, pour ceux qui font du prototypage, parfois, on a des choses surprenantes, mais dans le commerce, si vous avez ça, vous avez quelque chose de vraiment assez unique. En fait, Turbulence, il y a 5 ans, était une démo technique de ce que je savais faire au laser. Le laser était assez, finalement, nouveau dans le domaine du jeu, et je m'étais fait remarquer de cette façon-là. En 5 ans, mes techniques ont évolué, les machines que j'ai aussi, et en fait j'ai mis à jour mes compétences et mon niveau technique, et donc Pirate en péril est une nouvelle démo technique de ce qui est faisable à l'atelier. Et l'objectif également, à travers le fait de l'en faire une campagne directement dans une version de luxe en bois imprimé de cette façon, c'est de montrer le savoir-faire à l'atelier, puisque j'ai pu constater suite à Turbulence qu'en fait, même si la campagne en soi n'a pas été bénéficiaire, la quantité de projets qui est arrivée à l'atelier suite à cette campagne a été très importante. Donc de cette façon-là, ce jeu, en fait, l'objectif c'est de ramener des commandes de professionnels ensuite à l'atelier qui souhaitent avoir ces qualités-là pour du prototypage. Ça te rend visible et derrière ça te fait découler des contrats. Voilà. Ouais, c'est très très chouette. Alors il est déjà 9h, hein. Je vous avais dit que cette émission allait passer, à un moment on allait regarder l'heure, on se rend compte qu'on n'a rien fait de tout ce qu'on avait prévu. On vous a présenté le jeu, vous pouvez voter, donc c'est sur le site umdj.fr, vous vous connectez sur umdj.fr et puis vous nous indiquez tout simplement, hop, je me connecte ici, vous nous indiquez tout simplement si alors déjà pour Pirate en péril, nous on met 100, hein, forcément, on a très envie de la voir et de le présenter au chalet, voire de l'exposer au chalet. C'est le genre de jeu, on trouve un petit endroit, et là c'est la version courte, hein, le Turbulence, c'est la version boutique. Oui, alors c'est l'ancienne illustration, mais ça sera très bien. Mais oui, c'est la version boutique, donc c'est une petite version. Donc pareil, vous allez pouvoir nous indiquer. Et par contre, qui ne sera pas forcément intégralement en bois. Je précise. Oui, alors alors je vais mettre un peu moins du coup. Hein, oui, non, moi je suis quelqu'un. On va mettre complètement en bois 79. Hein. Qu'est-ce qu'il est dur. Je suis dur là ce matin. Vous votez et puis après on regardera le nombre de personnes. Je donnerai les infos de ceux qui sont déjà motivés. Et tu sais le prix public que tu vas viser ou pas? On a dit 80 environ sur pour le Turbulence. Pour le petit Turbulence. Pour le petit Turbulence, l'objectif c'est que le jeu soit à 35 € maximum. Ouais. Donc tu peux pas te permettre de tout mettre en bois non plus, non, pour ne pas faire gonfler le prix trop. Exactement. On vous laisse le temps de la pub, on met une petite pub et on se retrouve juste après pour la suite de nos aventures.
Et on se retrouve pour la suite de notre émission. On va s'attarder maintenant, Thomas, sur ce que tu fais en dehors du jeu, parce que tu nous as envoyé plein d'images et puis c'est magique en fait. Tout simplement, je sais que vous êtes certains à avoir envie. Je vais passer sur le site. Donc tout de suite sur le site, on peut pas commander encore. C'est ça que tu m'as dit? Alors la Dim Action que vous voyez là. Alors pour l'instant, les gens ne le voient pas encore. Ah oui. Attends, je vais le montrer, mais je vais chercher le lien du site pour le montrer. Hop. Dans le site, j'ai commencé à le remettre à jour fin décembre. Ouais. Et puis là, c'est un boulot de fou en fait. Ouais, on se rend compte, nous aussi, qui essayons d'avoir un site. Waouh, mais quel travail, c'est un temps plein. Donc je commence à le remettre à jour et puis je remets petit à petit les objets que j'avais arrêté de faire il y a quelques années, donc notamment les dés, les puzzles 3D donc de la planète, donc de la Dim Action Map, à la fois à plat et en 3D. Ouais. Et puis c'est là que je vais aussi rajouter du coup les jeux d'échecs qui reviennent, ce genre de choses. Donc ça va arriver dans le courant de l'année 2026. Je vais essayer de faire une sortie tous les 2 mois, ce serait pas mal, histoire d'avoir récupéré l'intégralité de ce qui a été produit à l'atelier dans les jeux, dans le domaine des jeux, d'ici la fin de l'année. Et donc on repasse sur un monde de jeu, on va regarder un petit peu sur un monde de jeu sur notre page en tout cas, les différents éléments. 2025 déjà, alors tu m'arrêtes quand tu veux, on va pas tout décrire dans le détail, mais il y a plein de choses que tu es capable de faire et que tu proposes et ça peut donner des idées à des partenaires aussi qui auraient besoin de faire des choses particulières. Ça c'est toutes des choses qui ont été réalisées pour des professionnels en 2025. Ouais, alors avec Subverti notamment, pour lequel j'ai fait plusieurs projets, pour Symbiose et pour Amarok. J'ai fait des tampons donc, pour Roxane Campoy. Donc là en dessous, c'est ça? Non, non, c'est là-haut. Voilà, c'est ça. Des tampons. Ah, les tampons, alors tu fais ça comment? Donc ça, c'est creusé dans le... C'est gravé au laser, ouais. Donc c'est une artiste qui a dessiné ces illustrations-là et puis qui m'a demandé de les transformer pour pouvoir s'en servir, donc notamment lors de dédicaces. Elle fait de la gouache, donc en fait ça permet d'avancer plus vite lors d'une dédicace, par exemple. Oui, non, mais c'est surtout original, parce qu'avancer plus vite, je pense pas que ce soit la question centrale. Non, bien sûr. C'est très rigolo. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses que je fais à l'atelier régulièrement, des tampons. Ah bah voilà. On a toutes sortes de puzzles et de casse-têtes que je fais. Là, c'est un casse-tête, là, c'est une sorte de puzzle cube. Oui, voilà, ça c'est pour un musée. Je travaille avec Concept Bois et Jeux qui s'occupe de fabriquer les cubes et puis moi je fais de l'impression. Ouais. C'est comme ça, en fait j'ai créé des partenariats avec des personnes qui font des travaux similaires, donc les billes notamment. Ah, ça c'est des belles boules. C'est pourquoi ça? Alors c'était pour un événement qui avait lieu dans l'ouest de la France et toujours avec Concept Bois et Jeux qui est la dernière fabrique de billes en France qui m'a demandé de personnaliser les billes au nom des partenaires. C'est difficile comment tu fais ça pour imprimer sur des billes? T'as un système pour les bloquer? Ouais, j'ai un système de calage bien sûr. Ouais. Je sais plus si tu fais du tatouage? Pourquoi tu veux tatouer les boules? Pardon. Donc Quintessence, un projet donc de jeu qui a été livré avec des TDA l'année dernière. Ouais. Voilà. Là. Alors ça, on n'est pas dans le monde du jeu. Là, c'est. C'est un logisticien néerlandais qui m'a contacté il y a 2 ans. Alors là, j'explique pour ceux qui écoutent juste l'émission, parce que cette émission est écoutée beaucoup en podcast. C'est un avion en bois que l'on voit là, et donc tu bricoles aussi. Donc c'est des assemblages d'éléments découpés au laser pour faire un super... on a envie d'avoir ça, En fait, il avait vu mon travail sur un salon quelque part au Maroc, il m'avait dit, et il m'a dit, moi je veux ça pour mon entreprise. Et donc j'ai créé un avion pour lui, il a des avions dans sa flotte, des bateaux, tout ça également, et puis donc j'ai mis sa marque, son logo pour... Et puis il y a une petite caisse dedans, et en fait il peut... C'est quoi, alors c'était un peu le fil rouge, parce que c'est toute une collection qui m'a commandé, il y a des camions, des bateaux, et puis le point commun c'était le logo avec le conteneur avec son logo. Ouais. Donc le conteneur pouvait aller dans l'avion, sur les bateaux, sur les camions. Johan demande si c'est du bois coloré ou si là tu l'as imprimé en UV. Non, là c'était l'ancienne méthode encore, donc c'était peint à la main. Pas à la main. Enfin, pas à la main, alors pas en rouleau à peinture. Je pense, voilà. Oui, c'est comme la main qui tient le rouleau. Tu as le droit de dire pas à la main. Et là, dans ce contexte-là, la personne avec qui tu travailles te donne déjà tout ce que tu dois faire ou tu apportes quand même une notion de création Elle m'a juste pitché je veux un avion pour offrir à mes employés et à mes partenaires pour que leurs enfants jouent avec.
et j'ai créé des modèles, j'ai fait plusieurs modèles, ils en ont sélectionné un. Ouais. Et l'objectif, c'est que les gens reçoivent donc des plaques avec des notices pour monter une maquette. Voilà, c'est des petits objets plaisir en fait. Mais oui, mais c'est le plaisir est dingue parce que c'est tellement plus chouette qu'un truc en plastique. Là, ça change tout, moi je trouve. Et c'est fou d'arriver à parce que au départ de la fabrication comme ça chez les uns et les autres, on a quand même eu ce sentiment pendant un moment de voir des gens bricoler des choses en imprimante 3D, notamment Damien, on en a vu quelques-uns nous aussi, où on se dit ok, bon tu t'amuses bien, mais c'est ridicule. T'as des travioles, des machins dégueulasses. Bon, c'est comme celui qui s'achète une imprimante et qui l'imprime lui-même chez lui. En général, ouais, ok. C'est un imprimeur fait mieux quand même. Ouais, mais là, c'est pas le cas du tout. Là, c'est hyper impressionnant. Après, ça fait très longtemps maintenant que j'étais intéressé par ça et que j'ai d'abord fait ça en tant que hobby et puis que j'en ai finalement fait mon métier. Je pense avoir eu de la chance de tomber à un moment donné dans un créneau où il y avait de la demande par rapport à ça et puis en fait, mon entreprise a continué à se développer. Ça reste toujours compliqué d'en vivre. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aléas, comme j'expliquais tout à l'heure. Ça repose que sur toi aussi. Ça repose que sur moi. Donc, mais voilà, moi, je m'amuse beaucoup dans ce métier-là. Bah oui, c'est fou, moi, je trouve. On adore présenter ça. Moi, je suis ravi ce matin de présenter tous ces éléments-là. J'aimerais revenir juste sur la photo d'avant, sur le théâtre qui est en dessous, encore en dessous. Avec celui-ci, voilà. Hop. Donc, en fait, c'est une partie complètement différente du bois, là, donc on est sur des théâtres de papier. Donc, j'avais parlé tout à l'heure de Roxane Campoy, qui est une illustratrice, qui en fait avait fait des gouaches qu'elle souhaitait transformer en petite maquette 3D en papier. Et donc, voilà, on a fait ces théâtres-là. Ça a été un projet très efficace parce qu'en fait, on a commencé en novembre et on l'a mis en vente pour Noël. Ah oui. Voilà, donc très rapide, ça a été épuisé. La prochaine production a lieu en février, et puis l'idée c'est de revenir avec tout un stock au printemps. Donc voilà, donc il y a eu trois modèles différents. Donc ça c'est un des projets qui diffère du bois. Et puis on peut voir après la photo d'après où on voit un thermomètre géant. Ah là là, j'adore ça, les thermomètres géants. Attention à ne pas le mettre dans toutes les mains. Ouais, donc là c'est l'autre extrême. Je travaillais avec l'équipe ludique sur un escape game où l'objectif c'était donc de faire baisser la température du climat, donc un escape game à destination des collégiens. Et donc en trouvant des solutions à différentes énigmes, on peut ouvrir des cadenas qui en fait font baisser la température en faisant tomber ces balles de ping-pong coincées dans le thermomètre. Donc ça a été un projet intéressant en termes de conception, puisque là, pour le coup, on dépassait largement le format de mes machines. Voilà, là, je me suis bien amusé à imaginer à quoi pouvait ressembler ce thermomètre, et puis avec les contraintes qu'il avait, parce qu'en fait, il doit pouvoir être démontable, faire l'ensemble du projet avec tous les autres éléments, il doit faire moins de 10 kg, pouvoir être transportable. Enfin, voilà, c'était un sacré casse-tête de conception. Et on voit surtout que tu peux faire des grosses pièces en fait, c'est pas que du miniature. Là, alors, clairement, ça fait quoi? Ça fait 1 mètre Ça fait 1,20 m, T'imagines la taille des fesses? Alors après, je précise que je peux pas imprimer quand c'est cette taille-là. Oui. Là, c'est que de la découpe avec assemblage. Là, c'est peint à la main ou au pochoir, voilà, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu les deux extrêmes qui sortent aussi de la télé. C'est du mélamine, le bois, on demande... C'est du MDF, donc Medium Density Fiberboard, c'est du bois collé, c'est issu d'élagage, broyé, compressé, collé. Voilà, ça c'est les éléments qui existaient déjà, donc on va passer sur 2026 et les projets 2026 et les choses qui vont arriver. Donc c'est tout ce qui arrive cette année, donc les 3 théâtres de papier qui reviennent en stock au printemps, donc là ça va être sur le site de Roxane. Donc on a quelques détails des théâtres, voilà. Donc là c'est du bois ou non, c'est du papier. C'est du papier. C'est du papier coloré, coupé de la même façon que le bois, c'est coupé au laser. Ça prend pas feu? Non, il faut bien régler la machine. Alors je suis novice. Il faut bien régler la machine, il faut fixer les papiers pour pas qu'ils s'envolent. Enfin, il y a d'autres contraintes que le bois, mais voilà. En fait, c'est des machines sur lesquelles on peut couper plein de choses. Des gens. Même des gens. Non, mais on peut couper... Pas très rapide. Prends un modèle sur moi. On a à peu près le même genre d'humour. Mais la seule chose qu'on peut pas couper, c'est ce qui va refléter, puisqu'en fait, c'est de la lumière qui coupe. Certains métals, parce que même les métals ne peuvent pas être coupés. Voilà. Et puis ce qui va être certains types d'acrylique qui là pour le coup vont créer des vapeurs toxiques, donc il ne faut pas couper ça, surtout pas.
Je remets le lien parce qu'on nous demande, alors pardon pour tous ceux qui écoutent en podcast, là forcément, vous avez une séquence où on a montré plein de choses, et en plus je mets le lien sur le chat, pour ceux qui nous regarderont en replay, c'est Ludenbois, le site internet sur lequel vous pouvez aller, vous tapez Ludenbois dans Google, et a priori vous allez tomber dessus. Oui, sinon vous risquez de tomber sur Carglass. Je vois quelqu'un qui demande, oui, Roxane, c'est bien l'illustratrice d'Amanite. Oui, tout à fait. On voit, on le voit dans les volcans. Tu as l'œil. On voit qu'effectivement, il y a de l'Amanite. Il y a des petits lapins choupis. Et puis là, tu nous as ramené aussi des choses ici. Ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est le nouveau format du jeu d'échecs. Donc, j'en faisais des jeux d'échecs transportables avant, qui se pliaient comme des livres. Mais là, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur un peu de format. Et bien, je t'en prie, tu peux l'ouvrir là. Il y a un reveal. Et donc, toutes les pièces. Oh, ah oui, c'est du léman. C'est de léman. Donc en fait là on a enlevé le dessus de la boîte et les éléments, donc là par exemple c'est l'âne aux échecs, la pièce de l'âne, on peut la poser là comme ça. Alors il faut... c'est super génial. Il y a un petit speed chess là. C'est parti. Attention, ça va tomber. Voilà. Et l'âne donc il se déplace, je crois que c'est en U, comme ça. Hop. Ouais, exactement, l'âne. Ouais, alors il faut avoir vidé les pions qui sont en dessous pour pouvoir avoir l'espace pour les encocher. Ouais, évidemment. Je range l'âne. Voilà. Je vous expliquerai les échecs un jour. Et ici, on a... Ou l'échec tout court. Un dé à combien à 30 faces. À 30 faces. Allez, on fait un championnat du monde. Je vais regarder. Tu as le rouge, moi j'ai le bleu. Et on va voir qui est le plus intelligent. Enfin des règles de jeu. Moi j'ai 5. 5. Oui, c'est bien. C'est la 27. fin de cette émission. 27. Ça, 27 sur 30, c'est pas mal, hein, quand même. Bravo. Hein. Moi j'ai cassé. 5, il était cassé. C'est âge mental, je pense que 5. Fais gaffe, tu vas faire moins après. Oh, 27 aussi, c'est ton âge. Bien joué. Voilà, là c'est mieux joué. Parce que les grands esprits se rencontrent. Exactement. Et ben on s'est rencontrés ce matin. Alors pour vous dire à quel point les choses prennent du temps en fait. Dans ma logique, puisque je travaille encore une fois tout seul, c'est un projet, les dés à 30 faces, que je voulais faire pour mes 30 ans. Donc j'ai 7 ans de retard sur la sortie de ce projet. T'as 37. Mais ça arrive. Alors entre-temps, les dés étaient pareil sortis de la boutique. Mais, je crois qu'on est passé aux dés à 31 faces aujourd'hui. On est un peu en retard sur... bon. Mais du coup... en fait, je vais profiter de la finition de ce D30. Donc là, j'ai quelqu'un qui s'occupe de faire la notice type Ikea, parce que pour le coup, c'est des notices très complexes. Ah, mais quand on le reçoit, on le monte nous-mêmes. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, je vais profiter de la sortie de ce D30, pareil, dans le courant de l'année, pour pouvoir remettre aussi en ligne et en stock tous les autres dés que je fabriquais, donc du D4 au D20. Voilà. Moi je m'attends à ce que tu aies des commandes après cette émission, en tout cas d'éditeurs qui se disent hop, là il y a du goodies de luxe que j'ai envie de proposer également parce que ça attire l'œil. Et puis là sur un festival ça va être court pour Cannes, pour toutes les demandes que tu vas pour Cannes. On n'a pas le temps, tu peux pas nous débrouiller un porte-clés. Les commandes de porte-clés ça se fait vite. Mais par exemple les grosses cartes de Symbiose, t'as mis combien de temps, par rapport au moment où on t'a fait la commande pour Cannes l'année dernière? Avec Symbiose on travaille assez efficacement parce qu'en fait ils m'ont demandé peut-être 2 semaines avant Cannes et c'est un projet qui dure 2 jours donc hop et puis voilà. Comme ça les gens qui ont des idées pourront te contacter et savoir ton délai. Quand c'est sur des formats qui existent déjà, genre les cartes ou les porte-clés ou les jetons, je veux dire les délais sont courts parce que j'ai déjà tous les gabarits. Et bon, Cannes c'est dans un peu moins de 2 mois alors. Alors, c'est vachement moins de 2 mois, moi je dirais. Je dirais c'est un mois. Un peu plus d'un mois. Donc c'est un peu moins de 2 mois. Oui, c'est un peu moins de... Ouais, t'as toujours raison, j'ai l'impression, toi aussi. Là, on a... Qu'est-ce que c'est ? Un puzzle, c'est ça ? Un puzzle, mais avec une dimension historique, puisqu'on voit une carte de France, du monde. Ah, c'est le monde, ça, tu vois ? Est-ce qu'il y a le Groenland ? Est-ce qu'il y a le Groenland ? Je le vois, moi, en tout cas. Il y a un petit drapeau américain. Alors là, on voit qu'en fait, il est tout petit, le Groenland. C'est pas comme BFM, ils ont fait un énorme Groenland. Je pensais que c'était la France, ça. Il a dit Action Map, c'est une représentation plus juste de la planète, puisqu'en fait, elle est éclatée un peu comme une peau d'orange et pas déformée dans un carré. On peut la reconstruire, la planète, là ? On peut la reconstruire. Alors, en live alors, en live, ça risque de prendre un peu de temps. Par contre... tu as le produit fini. C'est deux objets un peu différents, mais qui sont complémentaires. C'est-à-dire que là, on a une version à plat. Mais j'ai aussi fait un casse-tête. Mais alors ça fait 8 ans que je
que je propose ce casse-tête à la vente. Donc on a ces pièces-là sur un modèle, sur un support 3D. Ouais. Et donc on peut faire le puzzle en volume. Wow. Alors, je précise quand même que c'est 2 objets dans la boutique différents. On a le puzzle en volume avec les aimants. Et puis le support à l'intérieur. Et le puzzle à plat. Ouais. Le puzzle à plat n'a pas d'aimant, c'est pour faire le casse-tête à plat. C'est dément. On peut le démonter et le remonter. Ouais, c'est fou, c'est chouette. Hein. Donc voilà, plein de petits éléments comme ça. On n'a évidemment pas fait le tour parce qu'il y a plein d'autres choses, j'imagine, qui peuvent arriver. Et de super idées. Alors ça va être juste pour Cannes, pour les éditeurs qui veulent faire du goodies, surtout que là, tu te lances aussi à fond sur Pirates en péril. Oui. Mais par exemple, pour Paris Ludique, pour l'alchimie du jeu, la fin du monde. Par exemple, l'alchimie du jeu, c'est en cours. On est en train de faire les concepts des prochains goodies. Ah, j'ai cet objet, nous dit Mod Chalmel. Incroyable là. Et il y a Fanny des Volcans qui demande des petits porte-clés, un monde de gens en bois avec des petits chalets et une patate. C'est faisable. Il y a une collab à faire là, il y a une collab. Avec plaisir. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Déjà on a 9h22. T'es déçu en fait. Surtout que les gens, on va leur manquer là. Pendant 2 jours, ils seront tout seuls. Ils vont devoir regarder d'autres émissions moins bien. C'est clair. Moi, je les plains. Heureusement qu'on met d'autres vidéos en ligne également. C'est le moment de la tombola et les lots étaient, vous l'avez vu, toute la semaine en publicité. Au début de notre émission, je partage les publicités, tu sais, dans le temps d'attente. Avant, je mets celles où j'ai pas les droits, parce que souvent les éditeurs font leur propre publicité avec leur propre musique, et j'ai pas les droits sur tout. Des fois, on se fait striker. Et puis au milieu de notre émission, je mets celles où j'ai mis les musiques moi-même, et du coup, c'est bon, je peux les diffuser. On passe au tirage au sort de la tombola, où on vous fait gagner l'intégralité des jeux Cosmo Ludo abstrait. Ils ont participé à l'émission de vendredi dernier, ils ont découvert ça, ils se sont dit allez hop chiche, on donne tout. C'est l'effet live qui crée des choses très agréables. Ils ont regretté après. J'avais compte inviter un millionnaire très rapidement un vendredi parce que c'est trop bien. Je me connecte, je vois plus rien. Ici, hop, je me connecte sur la page. Là, il y a plein de gens qui sont en train de prendre des tickets, mais ça marche encore ? Ouais, ça marche encore, mais dès qu'on lance, dès que j'appuie sur le premier bouton, ça va plus marcher après derrière. Allez dépenser, allez donner tout. Donc on va se connecter là. Ça fait combien de jeux ? Tu sais, en total ? Je crois qu'il y en a 6. Je suis pas très sûr de la quantité. Hop, c'est pas ça. Ça doit être ça. Les gens, les gens là, ça y est, ça y va. Là. Ça y va, on achète des tickets en bout. C'est un super lot. Donc, comme d'habitude, attention, les derniers tickets, parce que après, les prochains que vous achetez de tickets, ça sera pour le lot de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on vous fait gagner en partenariat avec Lucky Duck Games. Je vérifie parce que du coup, je n'ai pas vérifié. Est-ce que Aline a eu l'info exactement de ce qu'on fait gagner? Je ne l'ai pas vu passer, moi. Allez, profitez-en. Là, il y a quand même un beau Je cherche lot. Ça, je vous dis après. Un très très gros lot à gagner. C'est envoyé directement par l'éditeur, je pense. Je n'ai pas l'info. Pardon, c'est envoyé directement par l'éditeur. Quand on peut, on évite d'envoyer tout parce que ça nous fait beaucoup de trucs à envoyer nous de notre côté également. Oh, pour cette fenêtre qui était mal. J'ai quand même acheté 2 tickets moi, c'est vrai dans la semaine, donc peut-être que ça peut tomber sur moi. C'est possible. Je vous remontre comment ça marche peut-être pour se connecter. Parce que là, ça marche. Non, là, c'est l'interface d'admin, ça va pas marcher. Il y a Big Mich qui demande si je suis en ticket de tombola. Je crois pas. Non, il faut que je le fasse. En fait, il y a une liste de personnes que j'ai pas fait en ticket de tombola et qu'il faut que je fasse. Qui étaient sur ma shortlist de je vais le faire pour novembre. Et tu vois, depuis, c'est oui, bon. Parce qu'en plus, c'est facile, j'ai la patate, donc c'est bon. Oui. On peut la faire facilement. Ça prend environ 20 minutes. C'est pas très très long. Je vous remonte pour ceux qui veulent voir comment on se connecte. On fait tout le descriptif. Vous allez sur la boutique, un monde de jeux. Donc sur notre petite boutique, on a des bricoles également, dans quelques goodies que les éditeurs nous ont laissés et qu'on vend également sur notre boutique. Et ici, vous achetez un ticket de tombola, ça coûte les patates que vous avez obtenues en votant pour les jeux pendant nos émissions. Ici, j'ai un ticket non gratté, je vais le gratter. Attention, hop, on le gratte, vous pouvez faire des cœurs en le grattant. Bah oui, je fais un cœur du coup. Hop, voilà. T'as eu de la chance que ça soit Aline. Et on ne sait pas quel ticket et quelle personne va nous aider pendant ce tirage au sort. C'est le ticket 939. Ouh, ça, on va passer les 1000 aujourd'hui. Ah oui, la vache. Il est valable pour le prochain tirage. Peut-être Aline va me faire gagner. Pour l'instant, j'ai jamais gagné pendant nos tirages. Évidemment, je retire si je tombe sur moi. Attention. Allez, on se lance. On arrête. Des patates, je vous ai laissé un petit peu de temps. Je vais commencer par faire gagner des patates. Ouais. Donc, première étape, je recharge. Tous les tickets, donc à partir de maintenant, tout ce que vous prendrez, ce sera pour... Oh, j'ai vu passer un ticket rare. Ah oui? Ouais. Un Shady Torbé? Un Shady Torbé. Ensuite, on rafraîchit
tous ceux qui nous ont soutenus, qui se sont abonnés à la chaîne sur l'appli ou sur Twitch, vous allez recevoir un ticket supplémentaire. C'est ce qui fait qu'on va passer les 1000, parce que là, d'un coup, on en donne 200 supplémentaires, voire plus. Je ne sais pas à combien de personnes on en donne. Ensuite, je donne donc ces tickets à tous nos abonnés. Passer de 940 à 1302 quand même. Ouais, c'est ça, donc 400 presque, 350 personnes qui se sont abonnées d'une manière ou d'une autre. On lance l'animation, attention, et tous les tickets sont mélangés. C'est incroyable, vous êtes très nombreux à participer à ce tirage au sort. Ça fait autant de personnes aussi qui suivent ce dont on parle. Ça vaut le coup, je pense, pour les éditeurs de manière générale de participer à cette tombola, parce qu'on parle de leur jeu pendant toute la semaine et vous voyez le nombre de personnes qui ont envie d'obtenir. Il y a Johan qui fait waouh, le nombre de tickets, est-ce que c'est pas votre record? On n'est pas loin, non, je pense pas, parce que quand on avait fait. Fred Henry. Ouais, je me souviens plus de quel est le record. On n'a jamais fait les 2000. Est-ce que Johan, tu le sais, toi, le record? Bon, je pense pas qu'on se soit noté. Oh, Johan, il note tout, non? Tu le crois? Je mélange un petit coup, tchac. Alors là, mon ordinateur est tellement vieux, ce vieil ordinateur Windows 10, que ça rame un peu quand je mélange, parce qu'ils sont vraiment présents là à l'image, les 1300 tickets. Tirage au sort. Il pense qu'on n'est pas loin. On tirage quoi alors? On tire quoi? Alors, on va faire gagner 50 patates, c'est l'équivalent de... C'est un peu plus de 2 tickets pour le tirage de la semaine prochaine. Le vainqueur de ces 50 patates, c'est Goldust. C'est Goldust qui est... Il est jamais en ligne à cette heure-ci, Goldust, il travaille, mais il aura la surprise, il travaille, c'est ça. Je sais pas, je l'ai pas vu ce matin, il a pas dit qu'il était en pause et tout ça. Il était peut-être pas là. Je sais pas. Ensuite, deuxième, on fait gagner 100 patates. 100 patates. C'est énorme. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 100 patates? Une fondue? Oui, ouais. J'allais dire, c'est frites. Hop, c'est parti. Le vainqueur, c'est Blanca Urso. Je ne sais pas faire de la fondue parce que c'est du pain qu'on met dans la fondue, c'est pas des patates. C'est pas des patates. Non, bon, c'est pour ça, mais je ne vais pas oser te contredire en direct. Je déteste la fondue. Et c'est un ticket en plus qui a été offert gracieusement, là, 1254. Ouais, c'est quelqu'un, alors pas gracieusement, c'est quelqu'un qui s'est abonné à la chaîne. Au-delà du 930, ce sont les abonnés, les tickets d'abonnés. Il y a Johan qui fait, il y a beaucoup de joueurs, tu peux faire un tirage à 200 patates. On fait un tirage à 200 patates, c'est Johan qui vous l'offre, parce que moi je suis contre de base, c'est beaucoup trop. T'imagines les gens avec 200 patates, ce qu'ils vont faire? 3 fondus? Toujours pas. Avec la tartiflette. 15 tartiflettes. Non, la fondue, moi j'aime pas. Par contre, le Mont d'Or, c'est super. Ouais. Et sur des patates, ça marche très très bien. Eh bien, le vainqueur du Mont d'Or, non, pas du Mont d'Or, de 200 patates, Johan, franchement, tu te rends pas compte, la banque des patates, ça va dévaluer le cours de la patate. Qui remporte 200 patates, ça va lui faire une bonne surprise. Oh, c'est Bruno qui fait gagner à BDast le 983. 200 patates, c'est énorme. Énorme. Allez, on passe au gros lot. Roulement de tambour pour le vainqueur de l'intégralité des jeux Cosmoludo. Un grand merci à Cosmoludo parce que c'était super généreux d'envoyer ce lot. Le vainqueur, c'est Charles. 23081, on connaît même son code. C'est encore Yves qui fait gagner, bravo. À moins qu'il soit né le 230. Le 2 non, 30, le 23 80. du mois 0 de 81. Je sais pas. Non, c'est peut-être une adresse postale quand même. Bravo Charles. C'est un retour vers le futur. Il a eu l'info. Ouais. Il vient du futur. Voilà pour ce tirage au sort. Bravo à Charles qui remporte le super lot de cette semaine. Donc super lot aussi la semaine dernière. Je suis pas sûr de ce qu'on vous fait gagner, donc on vous redira ça lundi de manière plus claire parce que à la fin de l'émission de la semaine dernière, on était parti sur les deux nouveautés Lucky Duck Games, mais il y avait un doute et j'ai oublié de demander des confirmations sur la disponibilité de ces nouveautés. On vous disait en tout cas, c'est un super lot aussi pour la semaine prochaine. C'est sponsorisé par Lucky Duck Games. Un grand merci à eux. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. C'est pas la fin pour nous parce qu'on va s'amuser maintenant. On va jouer à ce pirate en péril. On vous tiendra au courant. Pour ceux qui nous suivent très régulièrement de l'avancée du projet. J'ai hâte. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. On nous dit qu'il y a Théo Rivière qui est en live. On va faire un raid vers Théo Rivière. C'est Guillaume qui nous dit ça. Donc on retrouvera tout ce joli petit monde au Festival de Cannes. Tu seras à Cannes, Damien. C'est vrai que je n'ai pas insisté dessus, mais on te revoit à Cannes. Bien sûr, je serai présent pour animer les lives avec vous, comme maintenant depuis, ça va être la 3e année. 2004, on a commencé ça. On s'en fout, dis 2004. 98. Ouais, 98. Coupe du Monde, oui, Coupe du Monde, c'est vrai qu'on a commencé la Coupe du Monde à 2. Tu te souviens, oh là là, Thierry Henry, oh là là, on peut mourir après ça. C'est toi qui avais dit ça? Ouais, c'était moi. Oui, je me rappelais plus de ça. Bon, voilà, on se retrouve à Cannes. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et allez voir la vidéo Day One
puisque c'est le grand jour de la sortie de Day One. Allez tous voir la vidéo de Day One. N'hésitez pas. En plus, ça nous soutient. Laissez un commentaire, appuyez sur les petits pouces de cette vidéo. On a envie aussi. Ça soutient le jeu, ça soutient Johan, ça soutient Johan aussi. Oui, et surtout Johan. Les deux. Tous les Johan. On a besoin de vous aussi sur nos vidéos, sur notre chaîne YouTube. Bonne journée à tous. Je vous envoie vers Théo. Au revoir. Et à très bientôt.